Allez, petite chronique littéraire aujourd'hui. Je vais vous parler du dernier ouvrage d'Ariane Bileran. Le sexe n'est pas un jeu d'enfant. Ariane qui avait annulé son interview. Alors, Ariane Bileran et Régis Bruno. Alors, Ariane Bileran, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie. Régis Bruno, pédiatre et pédopsychiatre, deux cliniciens experts de la protection de l'enfance aux éditions Guy Trédaniel. Alors, on connaît surtout Ariane, elle est normalienne, elle a fait l'ULM. Elle est spécialiste dans l'enfance maltraitée. Elle s'est occupée d'une grande clinique d'enfants en thérapie. Elle a enseigné plusieurs années en développement psychique de l'enfant et de l'adolescent à Aix-Marseille. Elle a travaillé auprès des pros de la psychologie et du travail social. Et elle est surtout connue pour ses travaux sur les mécanismes pervers et paranoïaques au sein des institutions en charge de la protection de l'enfance, notamment dans ses livres Psychopathologie de la pédophilie, Psychopathologie de la paranoïa et l'imposture des droits sexuels. Le docteur Régis Bruno, il est pédiatre et pédopsychiatre, ancien chef de clinique dans les deux disciplines à la faculté de médecine de Paris. Il a mené une carrière clinique en neuropsychiatrie infantile. Il était privat 200 mètres d'enseignement et de recherche à Lausanne et expert auprès des tribunaux. Il a été titulaire d'un diplôme d'études approfondies de philo et nombreuses publications scientifiques et pédagogiques, parmi lesquelles Préserver l'espace des enfants, où il est déjà question de l'intrusion du monde des adultes dans celui de l'enfant. Voilà. Et son livre Le médecin, le poète et l'enfant, tiré de sa thèse de médecine, a reçu un prix de l'Académie française. Donc on n'est pas en phase de débutants et on n'est pas en phase d'illuminés. Et cet ouvrage, en fait, quand on le lit, c'est une révélation parce qu'en fait, c'est d'une logique implacable, absolument implacable. Première logique, rien n'apparaît de manière spontanée. C'est-à-dire que les enfants, si vous voulez, n'ont pas de sexualité. Deuxième logique. Première logique, rien n'apparaît tout seul. Deuxième logique, ils ne viennent pas au monde avec une sexualité. Un gamin qui se tripote, c'est comme son pouce, son machin, son orteil, ses découvertes du corps et autres, mais psychologiquement, psychiatriquement, physiologiquement, il ne peut pas avoir de sexualité. Ce n'est pas un comportement d'adulte, ce ne sont pas des... ce qu'on appelle la sexualité tout simplement, avec des recherches de plaisir, avec les perversions de domination, de procréation, tout ça, ça n'existe pas. Et quand on a compris ça, que l'enfant en lui-même ne peut pas avoir de sexualité, et que rien n'apparaît par hasard, on se rend compte que nous avons tous été abusés par en fait des intrusions du monde de l'adulte dans la sphère de l'enfant. Tous. Les experts des tribunaux d'ailleurs, enfin lui, M. Bruno, la Régis Bruno, il le dit très clairement, lorsque vous avez un enfant qui commence à avoir des comportements, là il n'est plus en train de jouer avec l'orteil, vraiment, il est en train de faire des gestes sans équivoque, avec éventuellement des... Enfin, il est en train de se masturber les autres, faire des fellations, ce genre de choses. C'est pas lui, enfant, qui a appris ça tout seul. C'est qu'il y a quelque chose du monde des adultes qui est venu chez l'enfant. Et de par sa construction, c'est quelque chose qui l'endommage et qui lui fait du mal. Ça, c'est extrêmement important. Je l'avais plus ou moins compris depuis très longtemps, ça, mais j'étais très surpris de voir, notamment dans l'affaire de ma fille, que les gens, en fait, ne se demandent pas, lorsque des petits-enfants ont des comportements inappropriés, ils ne se demandent pas d'où vient l'agresseur, en fait, parce que ce sont des enfants qui ont été agressés. C'est des enfants qui ont des comportements déviants dans une maternelle ou une école primaire, ce sont des enfants qui ont été soumis à des agressions d'adultes. C'est punissable par la loi, ça. Donc quand on a compris ça, tout s'éclaire de manière extrêmement limpide dans l'éducation des enfants et dans la protection des enfants. Alors, j'ai corné quelques pages. Voilà, sur la base définition floue et fort discutable, on se propose d'éduquer les enfants à la sexualité
Quels éminents professionnels spécialistes de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent et du droit des mineurs ont été consultés en France? Zéro. Quels débats contradictoires d'experts ont été produits sur ces questions en France? Zéro. Le peuple a-t-il été consulté sur l'éducation à la sexualité des enfants de la République française? Non, rien du tout. C'est dommage. C'est dommage parce que alors elle dit que toute la perversion dans la méthode compte systématiquement à déplacer les sujets d'experts en sujets d'opinion. C'est-à-dire qu'en fait, comme on veut pousser certaines choses idéologiques, on va transformer ça en droit, en éducation à la sexualité. Et en fait, ce n'est plus de la médecine, ça devient de l'opinion. Et elle rappelle que l'enfant est totalement vulnérable face au monde des adultes, qui n'a pas les ressources intellectuelles, psychiques et émotionnelles pour faire face à la violence du monde adulte. Et n'en connaît pas les codes. Donc il dépend beaucoup de l'adulte, de l'attitude de l'État à son égard, que ce soit protectrice ou prédatrice. Donc en résumé, il ne faut pas donner de bonbons que donner un bonbon empoisonné. Voilà. Elle rappelle aussi que ces prétendus droits sexuels contredisent les véritables droits humains, à savoir l'article 26.3 Déclaration des droits de l'homme. Les parents ont le droit de choisir par priorité le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Bah ouais. Et c'est nos gosses, c'est nos enfants, c'est bien ce que nous on dit depuis très longtemps. Et c'est ce que l'État, malheureusement, est en train de... Voilà, il y a un mouvement de déconstruction de la famille. Ce ne sont plus nos enfants, ce sont les enfants de l'État. Voilà, moi je dis, faites attention à vos enfants. Enfin, beaucoup de gens partent, hein, moi j'aurais pas dû revenir, hein, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Les enfants se sentent physiquement et moralement sans défense. Ils ne peuvent pas protester. La force et l'autorité écrasant les adultes les rendent muets. Et même parfois, ils peuvent en perdre conscience. Mais cette peur, quand elle atteint son point culminant, les oblige à se soumettre automatiquement à la volonté de l'agresseur, à deviner ses désirs, à obéir en s'oubliant complètement. Donc l'enfant n'est pas en maturité sexuelle, il n'a donc rien à dire à la sexualité qui pourrait faire... Voilà, avec les droits sexuels, il s'agit de la jouissance perverse de ceux qui ont les moyens de se l'offrir sur le dos des plus vulnérables. Donc elle accuse clairement les gens de l'OMS, de l'ONU, des diverses institutions, qui sont à l'origine de ces textes qui rendent l'éducation de nos enfants, de promouvoir des idéologies perverses qui vont à l'encontre du droit des parents d'éduquer leurs enfants de la manière dont ils le souhaitent, et qui vont endommager les enfants pour alimenter en fait un réservoir de victimes potentielles. Voilà. Elle le dit extrêmement clairement. Elle rappelle par exemple qu'avec le DIP, l'identité sexuelle, vers 4-6 ans, c'est normal d'avoir une certaine ambiguïté. Et de savoir, on a un garçon, on est une fille, il peut y avoir effectivement des moments où, voilà, comme ça, et ça se passe vers là. Et c'est exactement à cet âge-là que les standards pour l'éducation sexuelle en Europe introduisent les identités de genre. Ça introduit la confusion au moment même où l'environnement adulte doit répondre de façon très claire par l'éducation, pour sortir le psychisme de l'enfant des risques de la régression dans la psychose et la folie. Voilà. Elle renvoie à son livre « L'imposture et le droit sexuel ». Et les psychologues et pédopsychiatres ont des témoignages d'enfants traumatisés. Là, elle dit un enfant de 9 ans a eu des cours d'éducation cette année en CM1. Il était choqué, il a été dit masturbation, érection, éjaculation, sperme, peut aimer les garçons, devenir une fille, pénétration vaginale par l'anus et autres. Voilà, enfin, il y a des témoignages d'enfants, là, je ne pense pas qu'elle les ait inventés. Le directeur a dit que c'est le programme, et donc c'est comme ça. Voilà, c'est le programme, et puis l'école, elle fait. Mais c'est voilà, c'est dramatique, quoi. Voilà, je vais avancer un petit peu. Il y a un paragraphe là, la face cachée du transhumanisme, le totalitarisme sexuel. À qui profite cette idéologie scientiste de l'enfant sexualisé qui se répand dans toutes les sphères de la société?
bon, en fait, on répond plus ou moins à la question. Hein. Témoignage de CM2. Ah oui, et elle nous parle d'un phénomène qui était assez connu. Je l'avais oublié, mais en fait, elle a raison. Elle dit, on ne fait pas de campagne. On ne fait pas de campagne, par exemple, de prévention du suicide dans les collèges. Pourquoi? Parce que quand on le fait, eh ben, il y a une explosion du nombre de suicides. Ah, c'est un effet secondaire. Quand on va dans un collège ou dans une école primaire pour lutter contre les suicides, eh bien, une des premières conséquences, c'est qu'il y a une explosion des taux de suicide parce que les mauvaises habitudes, les mauvaises informations se propagent, se donnent, les mauvaises idées s'acquièrent. Et donc, on ne va pas expliquer à des gamins en école primaire et tout comment on fait des sodomies, ils ont deux choses aux autres, parce qu'après, ils vont aller le faire, tout simplement. C'est du bon sens. Vous avez bossé un peu avec les gosses, c'est des trucs, on se demande pourquoi il faut le dire, quoi. Ah voilà, elle en parle là. Un des signes d'alerte qui doit faire penser à la possibilité d'une agression sexuelle chez un jeune enfant, c'est justement la masturbation. Nous ne parlons pas de l'exploration sensorielle digitale du sexe, c'est que la pratique presque tous les petits, pour n'importe quelle partie de leur corps. Nous parlons d'une véritable masturbation, telle que la pratique des adolescents et des adultes, avec un moment répétitif soutenu et prolongé, aboutissant ou non à un orgasme. Parfois, chez le jeune enfant, un paroxysme qui peut évoquer un orgasme. Les rares cas qui nous étaient apportés concernaient des fillettes dont une sœur plus âgée partageait la même chambre et avait été interloquée par ce comportement chez leur jeune sœur. Donc, etc. Ça, ce sont des signes qu'il y a eu une intrusion de comportement adulte chez les enfants. Ça entraîne des troubles du comportement, ça va avec une agressivité qui n'existait pas avant, des troubles du sommeil, des signes d'anxiété, et une perturbation des apprentissages. Et elle dit, on n'a pas été les seuls à être confrontés à ce genre de situation. Elle dit aussi que lorsque l'éducation sexuelle telle qu'elle est programmée actuellement sera arrivée à ses fins, et que tous les jeunes enfants auront été initiés à la sexualité des adultes, il ne sera plus possible de repérer ceux qui ont subi ou subissent une agression sexuelle. On pourra constater qu'ils ont tous été agressés sexuellement et traumatisés. Ouais, je suis un petit peu d'accord avec ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté ici aussi? Ah oui, pour une relation amoureuse épanouie à l'âge adulte, il est indispensable que l'enfant ait développé non seulement un attachement sécurisé, mais encore une sécurité affective plus générale, qui lui permette d'avoir confiance en lui et de se sentir bien dans les échanges avec autrui. Tout à l'inverse des vécus traumatiques. Ouais, donc la petite enfance, c'est la gaieté, c'est l'insouciance, et c'est l'état d'esprit que les amoureux cherchent à retrouver au sein de leur relation et de leur jeu. Voilà. C'est les petits, ces émotions jaillissent spontanément. Mais les adultes doivent protéger en fait ces jaillissements de gaieté et d'insouciance. Alors que les intrusions trop précoces du monde des adultes torpillent l'état d'esprit. Pourtant, c'est parce que les enfants, quand ils sont petits, gardent cette gaieté et cette insouciance que, lorsqu'ils démarreront leur vie amoureuse, ils pourront le faire de manière gaie et insouciante, en toute sécurité, avec un attachement sécurisé. Donc en fait, lorsqu'on va les stresser dans la petite enfance, avec des comportements sexuels qui vont les agresser, on va les empêcher plus tard de construire en fait une famille, tout simplement, hein, des relations stables sur la durée. Donc ça, elle le démontre. Là, un peu plus loin, j'en ai encore 3 ou 4 là. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, il est banal qu'au cours de sa croissance, un enfant ou un adolescent se complaise à penser qu'il préférerait être une fille plutôt qu'un garçon ou vice-versa. Voilà. Ça démarre le plus souvent à partir de situations concrètes, de la vie quotidienne, comme des jeux, des activités sportives, les balbutiements de sa vie amoureuse. Les enfants adolescents ne sont pas dans la nuance, ils peuvent y croire dur comme fer, mais ce n'est pas le rôle de l'adulte de renforcer cette conviction, ou de la prendre au pied de la lettre. Il faut la comprendre comme un essai d'habit grandeur nature,
les essais fréquents et utiles, dans une notion de temps qui est beaucoup plus réduite que la nôtre en fait. Hein, si vous avez 2-3 semaines chez un gamin, c'est quand vous avez 50 ans, c'est quasiment 6-8 mois quoi. Bon, ça passe. Voilà. C'est des essais. Il ne faut surtout pas leur sauter dessus à ce moment-là pour en faire des choses irrémédiables et irréversibles. D'ailleurs, le taux de suicide, après, il est très très élevé. Hein. Donc elle dit en fait qu'on saute sur les vulnérabilités des enfants pour les pervertir en fait et pour les détruire. Voilà. Alors, on parle de la pudeur. Certains enfants la développent spontanément, d'autres n'y attachant pas la même importance, mais c'est une des clés de la sexualité, donc elle est très présente à l'adolescence. Comment faire des cours en classe de collège et de lycée sans à minima choquer les élèves. Ah ouais, là j'ai même vu des profs qui disaient qu'il fallait montrer des films porno aux enfants pour leur expliquer. Ah ouais, moi si on m'avait fait ça, je crois que j'aurais été mort de rire en tant qu'élève. Mais aujourd'hui en tant que parent, je pense que c'est pas rendre service. Je pense que l'irruption de la pornographie trop tôt dans l'enfance, l'enfant est demandeur. Je sais que nous, on se faisait passer des revues en sous-main, tout ça. Puis évidemment, il y a une soif, un appétit. Surtout chez les garçons, hein, on va dire ça, hein, et comprendre, regarder, reproduire ces trucs-là et tout. Mais c'est quand même mieux de découvrir avec un enfant de son âge, quoi, hein, gentiment. C'est justement cette espèce de tension qui fait que la fécondité se met en place. Ah. Est-ce que la destruction de cette espèce de tension n'aurait pas pour but, quelque part, des buts cachés? Ah, on parle de règles de protection, la mise en place du processus de protection. Elle dit que la prévention suppose une présence constante des adultes auprès des enfants. Les parents doivent surveiller les enfants. Voilà. Si tu sens un truc du bizarre dans une situation, tu vas chercher de l'aide, tu cours et tu cries. Voilà. Apprentissage de la pudeur, de l'intimité, y compris de celle d'autrui. Ça, ce sont effectivement des enseignements qui sont sains. Surtout pas les laisser avec le téléphone, là. Et, vous voyez, on ne laisserait pas nos enfants dans la rue. Si vous les laissez seuls sur Internet, c'est pareil, en fait. Il ne faut pas faire ça. Donc, on a dit qu'avec d'autres professionnels, ils ont établi une liste de droits qui demandent l'abolition de toute référence à une sexualité des enfants. Les enfants n'ont pas de sexualité. Elle dénonce la prétendue scientificité de l'éducation sexuelle et les conséquences psychologiques, somatiques, biologiques, émotionnelles des enfants. Abolition des textes de l'EMS, application du corpus juridique international, soutien intangible de la protection de l'enfance, respect intangible de la CIDE. Je rappelle que ce sont les parents qui éduquent les enfants. Voilà. Un rappel qu'une société qui glisse gentiment vers une pédophilie douce à laquelle tout le monde commence à participer finira dans la sauvagerie la plus brute. En fait, on est en train de redevenir barbare, c'est ça. On s'oriente vers une phase de barbarie. Je pense que les prochaines dizaines d'années risquent d'être extrêmement violentes en Europe et en Occident, parce que vraiment on va vers des... comment dirais-je, quand il y a des parents qui ne cherchent même plus à donner le bon exemple de voir les enfants, qui fument de la drogue devant, qui picotent, qui se torchent, que l'enfant n'est plus éduqué par ces deux composantes, la mère, le père, que l'État fait une intrusion pour casser tous les phénomènes de protection, de respect de l'autre, de pudeur, ce qui en fait nous rend conscients, nous sépare de l'animal. Et franchement, t'ajoutes à ça une bonne crise économique. Voilà. L'OMS a le droit d'ingérence sur la santé en général. Quels sont les fondements juridiques de cette prétention idéologique? L'OMS a le droit de nier l'autorité parentale? Non. Pour moi, non. Surtout quand on voit les financements privés de l'institution. Pas parce qu'un truc a un joli nom que tout de suite il est légitime. La pure haine mondiale, l'OMS. La pure haine mondiale. C'est tenu par 2 ou 3 personnes, des millionnaires américains, et puis qui propagent de l'idéologie.
Ce n'est pas une institution, c'est pas Dieu, quoi. Puis en plus, chez les anglo-saxons, c'est celui qui paye qui a raison. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est pas parce que nous, en France, on a oublié l'importance de l'argent, parce qu'on est quasiment socialo-communiste, qu'il faut oublier que tous ces trucs-là viennent des pays anglo-saxons, où le plus fort, c'est celui qui a le plus d'argent. Hein. Ils ne sont pas en cité égalitaire là-bas. Ils sont pyramidales et celui qui est en haut, il commande. Hein. Voilà. Alors, très important, ce qui se joue à la puberté est souvent la reprise de l'ébauche de ce qui s'est passé vers 4-5 ans. 4-5 ans, c'est l'âge où on joue à papa-maman, au docteur, il y a des petits couples à l'école maternelle, on se demande d'où viennent les bébés. Voilà. Et c'est l'âge où il ne faut plus que les enfants dorment avec leurs parents. Autant c'est bon au départ, autant un petit garçon qui dort avec sa mère, c'est pas lui rendre service. Parce que si on la laisse faire, il dormira tout le temps avec sa mère, il va tout le temps demander à ce quoi d'aller faire pipi, là, pour se faire tripoter un peu. Et c'est pas de la sexualité, mais c'est une déviation de son modèle de développement. Puis en plus, la mère, du point de vue de l'autorité, va le baratiner. Elle ne posera pas des barrières. Non, c'est comme ça. Point. Elle va lui parler durant un quart d'heure. Ça sera ingérable, putain. Totalement ingérable. Voilà. Enfin, moi, je vous conseille, il faut être capable de le lire. Hein. Moi, j'ai lu, j'ai mis longtemps pour le lire. Je fais plusieurs pages, une pause, plusieurs pages, une pause. Je veux vraiment que ça rentre. Parce que tout est là. Écouter des vidéos, c'est bien. Lire un bouquin, c'est une autre façon d'apprendre des choses. Moi, je vous le conseille. Surtout si vous avez des enfants, vous êtes impliqués dans la lutte pour la protection des enfants, pour protéger les enfants. Le droit à nous, parents, d'éduquer nos enfants dans une logique de leur montrer le bon exemple. Je veux dire, moi, j'ai certains comptes. Quand je ne suis pas avec mes enfants, quand je ne suis plus avec ma fille, je ne me comporte pas de la même manière que lorsque je suis avec elle. Mais ça, c'est normal. Mes parents ont fait pareil avec moi. On essaie de contrôler son apparence.